peut-être le débat sur la deuxième valeur. Liberté, bien sûr, la liberté de consulter, la liberté de s'exprimer, liberté de consulter tout type d'informations. C'est-à-dire dans la bibliothèque, il y a toutes les tendances. On peut consulter des ouvrages qui traitent de toutes les tendances politiques ou c'est-à-dire, il y a plein d'idées, il n'y a pas de censure en quelque sorte. Donc il ne faut pas censurer. Le bibliothécaire n'est pas un censeur. Il ne pouvez pas censurer, même sur Internet, ce n'est pas son rôle de censurer. Ce n'est pas à lui de jouer le rôle de policier. Tout le monde doit faire l'auto-évaluation, doit trier et chercher l'information appropriée. Quant à la notion de valeur d'égalité, donc qu'est-ce qu'on entend par l'égalité? C'est-à-dire l'égalité d'échange pour accéder à l'information. Et dans nous concerne ici, c'est l'accès à l'information scientifique et technique. Donc c'est un droit d'accéder sans obstacles. Ni obstacle juridique, ni obstacle économique. On parle ici le coût de l'information. Donc on est tous à égalité face à l'information. Ouverture sur tous les courants de pensée. Bien sûr, tout en respectant la confidentialité et le respect de la vie privée. Il y a certains documents qui ne sont pas accessibles à tous pour des raisons de confidentialité. Cet espace devait être à l'abri des conflits. C'est-à-dire c'est un espace d'échange. C'est un espace d'échange. Nous sommes là pour défendre, bien entendu, les droits des auteurs, mais surtout les droits des usagers. Parfois, on oublie les usagers. Avec les juristes, on parle toujours des droits d'auteur payés. Il y a un instant, on a discuté de la question des abonnements avec des règles pour les revues électroniques. Donc on respecte les droits d'auteur, sans oublier les droits des usagers. Mais, il y a toujours un mais, il y a à côté des valeurs sociales, il y a des valeurs économiques. C'est-à-dire, à l'opposé, il y a des valeurs marchandes. Il y a de grands éditeurs, il y a des firmes, il y a ce qu'on appelle des oligopoles. C'est-à-dire de grands trusts d'éditeurs et qui imposent leur prix. Il y a toujours un bras de fer entre les bibliothécaires et les éditeurs, parce que les éditeurs augmentent les prix des ouvrages et surtout pour les abonnements de périodiques tous les ans, en moyenne à l'exemple de 15% chaque année. Ça, c'est pour les revues électroniques scientifiques à l'échelle internationale. Donc, du coup, les bibliothécaires, avec les budgets sont toujours restreints, les budgets ne suivent pas cet élan-là, et du coup, le bibliothécaire est amené à se désabonner, c'est-à-dire à supprimer quelques revues chaque année. Et cela se fait contre l'idée, contre le principe admis par toute la communauté scientifique, c'est d'accéder au maximum d'informations scientifiques et techniques. J'entends surtout l'accès aux périodiques électroniques, les périodiques savantes, et aussi même pour les thèses, les ouvrages, etc. Donc, comment faire? Il faut trouver un modèle. Bon, je ne vais pas m'attarder beaucoup parce que le modèle est connu. Maintenant, le modèle, c'est le libre accès. Le libre accès à l'information scientifique et technique, c'est juste un petit rappel, une définition. Donc, la solution, c'est réfléchir sur un nouveau modèle. Je crois que vous avez eu l'occasion cette matinée pour voir un peu l'historique. Donc il y a un nouveau modèle de communication scientifique
et techniques, à savoir Open Access. Techniquement, c'est faisable, puisque avec les nouvelles technologies, il y a des protocoles, etc. Donc, on peut accéder facilement à toute la production scientifique et technique. Alors, l'obstacle principal, c'est l'obstacle économique, je crois aussi. Donc, l'approche économique est basée sur la notion de la non-marchandisation de l'information scientifique et technique, puisque les articles de périodique sont rédigés par les chercheurs gratuitement. On donne à l'éditeur nos propres articles, donc en contrepartie, ne devrait pas nous imposer un prix. Ça, c'est évident, mais ce n'est pas toujours évident pour les éditeurs et pour les commerçants. Et puis, il y a une autre notion, la notion de vérité, c'est-à-dire toute la production scientifique qui émane d'organismes publics sont accessibles à tout le monde, puisque c'est le contribuable. Toute la population a contribué, puisqu'ils ont payé leurs impôts. Et puis, donc, la production des chercheurs, des universitaires, normalement, elle est accessible gratuitement. Donc, c'est ça la notion de bien public. Et puis, dans la logique de notre pays, je crois que vous avez eu l'occasion d'aborder. Sur le plan juridique, bien sûr, le libre accès permet un accès libre, sans limite, à la production scientifique et technique, mais tout en respectant bien entendu les droits d'auteur. Et il y a toute une approche toute une formule pour protéger les auteurs, ce qu'on appelle les contrats Creative Commons. Bon, je n'ai pas eu le temps de développer, je crois que vous avez eu l'occasion de voir, peut-être au moment du débat, on peut apporter quelques éléments. Je vais m'attarder par contre sur l'approche communicationnelle, c'est-à-dire réfléchir sur les nouveaux outils de médiation scientifique et sur les principes de l'impact et la visibilité. En fait, la communauté des chercheurs, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement? Ils cherchent la visibilité tout d'abord, et puis l'interactivité. C'est lorsque je publie un article, donc j'attends une interaction, le feedback, etc. C'est ça le. Donc, ici, si l'accès à l'information technique est restreint, donc je n'ai pas une bonne visibilité à l'échelle internationale, et puis je ne trouve pas un bon feedback. Donc, et ça va à l'encontre de la vocation de la recherche scientifique. La recherche scientifique ne peut progresser que sur la base de ces interactions. Il faut échanger, il faut partager les résultats de la recherche, il faut voir les commentaires, etc., pour pouvoir avancer. Donc cela ne peut se faire que si on peut accéder, tout le monde peut accéder facilement, gratuitement à l'information scientifique et technique. Donc d'où l'intérêt de l'accès gratuit, le libre accès. Donc l'enjeu, c'est l'avancement de la science, le partage des savoirs entre les pays du Nord et du Sud, et aussi la compréhension entre les peuples. Et juste, je vous rappelle ce qui a été dit dans la déclaration des principes du sommet mondial sur la société de l'information. Nous nous efforçons de promouvoir un accès universel avec égalité des chances pour tous aux connaissances scientifiques, ainsi que la création et la diffusion des informations scientifiques et techniques dans le cadre, par exemple, d'un accès ouvert dans le domaine des publications scientifiques. Donc, ça, cette déclaration a été adoptée par tous les chefs de gouvernement au moment du sommet sur la société de l'information, Genève 2003, Tunis 2005. Donc, tous les gouvernements sont appelés à faciliter l'accès à l'information. Comment on procède? Dans certains pays sont déjà avancés, mais pour certains pays, surtout pour les pays du tiers-monde et surtout pour les pays du Sud, il y a beaucoup de chemin à faire, malheureusement. Et là, on a voulu voir un peu qu'est-ce qu'ils pensent les chercheurs
arabes, les universitaires arabes, à partir d'une étude, d'une enquête, une étude sur le terrain. Donc, c'est pour voir si vraiment la communauté scientifique arabe est impliquée dans ce mouvement de libre accès économique. Donc, on a posé voilà, un certain nombre de quelques points sur l'hypothèse. Le paradigme du libre accès n'est pas saisi dans toutes ses dimensions par les chercheurs arabes et que ces pratiques sont encore peu développées. Ça, c'est une hypothèse de départ. Et les objectifs de l'étude que nous avons menée avec mes collègues, Fouaz et Mme Bolkhaya, au Maroc, c'est de mesurer les mutations survenues dans le processus de communication scientifique dans 3 pays. Le Maroc, la Tunisie et le Sultanat d'Oman. Donc, c'est un travail de réflexion, de travail collectif. Et je me permets donc de présenter les principaux résultats de cette étude. Donc, je reprends. Donc, l'objectif, c'est de mesurer les mutations survenues dans le processus de communication scientifique dans 3 pays arabes, et ce, à travers la publication par des universitaires d'articles ou de travaux scientifiques dans des périodiques en libre accès. Donc, on a voulu voir que ces contenus sont publiés dans des revues en libre accès, et aussi avec l'auto-archivage de leurs travaux, de leurs recherches dans leur version prépubliée ou post-publiée, donc soit avant la publication finale, soit après la publication. Et comme vous le savez, les prépublications servent pour collecter le maximum de commentaires. C'est une pratique très connue. Chaque chercheur, avant de publier l'article, avant de l'envoyer à un éditeur, il essaie de voir l'avis de ses collègues et donc il essaie de collecter des commentaires. Ça, c'est la prépublication. Cette prépublication peut se faire maintenant grâce à ces dépôts d'archives, des archives ouvertes. Le résultat escompté de cette étude, c'est pour voir la connaissance du degré d'implication des universitaires arabes dans le libre accès et la mise en relief des écarts éventuels entre les pays étudiés. Pour voir s'il y a des différences entre les pays arabes, entre l'Est et l'Ouest. Et aider les décideurs et les professionnels de l'information à élaborer des politiques de recherche et des politiques d'information sur des bases scientifiques. L'atteinte de ces objectifs passe par le questionnement des universitaires des trois pays sur leur connaissance et l'usage du libre accès. Est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils sont familiarisés avec ce concept du libre accès? La valorisation que le libre accès peut assurer à leur travail, l'intérêt du libre accès, le point de vue, leur prédisposition à l'instaurer dans leur contexte géographique et disciplinaire. Ici, les chercheurs arabes sont disposés à créer l'archive ouverte ou bien à lancer des revues en libre accès. Parce que jusqu'à maintenant, on a dit que donné par la source des chiffres, sur le nombre d'archives ouvertes dans le monde arabe, le nombre de dépositaires, etc., on peut voir qu'il y a d'énormes écarts entre les chercheurs du Sud. Les concepts clés du libre accès sont-ils connus par les universitaires de ces trois pays? Il suffit de poser est-ce que vous connaissez l'exemple d'un archive ouverte par discipline? Vous allez voir le résultat. Dans quelle mesure le nouveau paradigme de communication est-il adopté par les universitaires des trois pays? Quelle est la prédisposition des universitaires à financer leur publication en libre accès? Auteur, payeur, l'auteur qui paye sa contribution pour
à l'éditeur pour voir publier son article. Quelles sont les pratiques des trois communautés de chercheurs en tant que lecteurs de revues électroniques accessibles librement? Quelle est la prédisposition des trois communautés à déposer leur prépublication, post-publication dans des archives libres et leur prédisposition à adhérer aux initiatives pour le libre accès? Il suffit de voir les différentes initiatives du libre accès, les déclarations du libre accès, la pétition du libre accès, le cadre de science, déclaration de Berlin, il y a même de déclarations dans les pays d'Amérique latine, et là, je crois encore qu'il y a une nouvelle pétition, je crois que j'ai entendu parler. Bref. Donc, est-ce que les chercheurs tunisiens et arabes, est-ce qu'ils adhèrent à ces déclarations, à ces pétitions? Quelles sont les barrières qui entravent l'adhésion des trois communautés au processus et au mouvement du libre accès? Donc, pour ce faire, pour répondre à toutes ces questions, donc on a réalisé une enquête par questionnaire auprès de l'université de trois pays en vue d'analyser donc leurs attitudes et leurs pratiques à l'égard du libre accès en leur qualité d'auteur et de lecteur. Je me permets donc de présenter répétant les principaux résultats. Dans l'échantillon est représentatif puisqu'il y a des chercheurs des trois pays répartis selon les spécialités. Donc il y a les sciences agricoles, les informaticiens, les sciences d'ingénieurs, les sciences fondamentales, les sciences dures, les sciences humaines, les sciences médicales, les sciences sociales. Voilà en tout, donc 98 pour le Maroc, 60 pour Oman, 77 chercheurs tunisiens. Donc juste passer. Donc première question, les trois communautés sont attachées à la publication des résultats de nos recherches dans les revues en papier, à concurrence de 95%. Donc les chercheurs arabes sont toujours attachés à support papier. Il y a une certaine réticence à l'égard, de manière générale, à l'égard des revues électroniques. Raison qui motive le choix des chercheurs à publier dans des revues en papier. Tout d'abord, les revues traditionnelles, les revues classiques, la notoriété du comité de rédaction, mais aussi la notoriété des revues. Mais sachant maintenant que la plupart des revues scientifiques internationales ont transité vers le numérique, donc il y a toujours une version électronique à côté d'une version papier. Quelles sont les raisons qui motivent le choix des universitaires à publier dans des revues en papier? Aussi, il y a le taux de citation des articles, la disponibilité sous format électronique, le référencement des articles. D'une manière générale, on est attaché au support papier, sachant que dans le taux de citation, il y a un impact factoriel pour les revues papier, et ça, certainement, a changé. Les prédispositions publiées dans les revues électroniques. Maintenant, pour les revues électroniques, est-ce qu'elles sont disposées? Regardez maintenant le graphique illustre bien que le rouge, donc, ils ne sont pas disposés. Donc, les universités ne sont pas disposées à publier dans des revues électroniques. Ils sont toujours attachés au support papier, mais ça diffère selon les disciplines. Je sais que les scientifiques sont plus ouverts aux revues électroniques, au support numérique, beaucoup plus que les littéraires et les chercheurs en sciences humaines et sociales. Répartition des universitaires selon le degré de connaissance des concepts relatifs au libre accès. Donc, on leur a posé s'ils connaissent bien ce qu'on entend par libre accès. Alors, regardez en rouge, donc un grand nombre ne connaît pas certains concepts relatifs au libre accès.
open access, accès gratuit, archivage, auto-archivage ou archive ouverte. Donc tout ça, c'est peu connu au sein de la communauté de chercheurs arabes. Est-ce qu'ils sont prédisposés, est-ce qu'ils sont prêts à publier dans des revues libres, au libre accès? Aussi, ils sont encore, bon, ils sont disposés. Ici, en bleu, donc ils sont disposés à publier dans des revues libres, en libre accès. C'est leurs intentions, bien entendu. Pourquoi ils choisissent les revues en libre accès? Pourquoi ils sont prédisposés à utiliser des livres, à publier dans des revues en libre accès? Bon, donc ils ont une certaine conviction que la visibilité est assez élevée sur le web, tout cela se fait sur Internet. Les délais de publication sont assez courts et le taux élevé de citation des articles. Bien sûr, puisque c'est des livres très pour libre accès, donc la visibilité est beaucoup plus importante, donc on aura plus de chances à être cité. Donc ici, l'impact factor qui entre en jeu. Raison du choix des universitaires à publier dans les livres, toujours dans le même sens. Raison du choix à publier donc surtout, bon, ça c'est moindre. Donc il y a une certaine réticence au libre accès parce que pour certains jurys de recrutement pour la promotion professionnelle, il y a certaines réticences, même en plus de ces membres du jury. Les comités de lecture sont peu connus. Ça, c'est les raisons du refus des universités à publier. Contrairement à l'autre graphique, donc il y a une certaine réticence et voilà les raisons qui sont évoquées. Quant à l'aspect économique, donc est-ce que ces universitaires sont disposés à financer la publication de leurs articles dans des revues en libre accès? Donc on leur a posé, est-ce que vous êtes prêts à payer $50 ou entre 25 et $50 ou moins de $25? Résultat, ceux qui ne sont pas disposés. Autre logique, nous sommes dans le monde francophone, c'est la logique francophone. Ce qui est habituel dans le monde anglo-saxon. Vous savez très bien que les Américains ont payé les éditeurs. Les Américains ont payé les chercheurs. Sachant que ce ne sont pas les chercheurs en qualité de chercheurs à payer, mais c'est son labo qui va payer. Et malgré ça, il y a très peu de monde qui sont prêts à payer leurs articles. Donc, juste pour vous rappeler, lorsque l'auteur paie l'article, tout le monde, tous les lecteurs peuvent lire librement, gratuitement. Alors que l'autre logique, c'est chaque lecteur est appelé à payer pour voir. Payer pour voir ou maintenant payer pour être vu. Donc deux logiques complètement différentes. Mais dans le monde arabe, on n'est pas encore passé, on est encore réticent et on ne veut pas payer pour que le reste du monde puisse lire ces travaux de recherche. Nous passons à un autre volet, l'auto-archivage. Est-ce que les universitaires sont prêts à auto-archiver leurs travaux? Résultat, ils ne sont pas encore disposés. Bien sûr, c'est un problème de communication, de sensibilisation. Les chercheurs ne sont pas très sensibles. Peut-être, comme je l'ai dit, Mohamed Ramadan va nous présenter quelques chiffres. Je sais qu'il a beaucoup travaillé sur les archives ouvertes
et il peut nous donner une idée sur le nombre de chercheurs arabes qui déposent leurs articles dans des archives ouvertes. Les raisons qui motivent l'auto-archivage par les universités de leur publication. Donc il y a deux choses, soit on peut auto-archiver les articles avant la publication finale ou bien après la publication finale. Est-ce qu'on est prêt à déposer les pré-publications, donc l'article dans son état embryonnaire, donc avant d'être publié officiellement dans une revue de renommée? Alors, le résultat, c'est que plus peu de gens, plus peu de chercheurs sont disposés à publier, à déposer leur pré-publication. Mais les gens qui sont adeptes de ce mouvement, ils disent qu'ils préfèrent recueillir les commentaires du peuple. Donc, il y a des gens qui sont favorables à l'auto-archivage des pré-publications et ils s'attendaient à beaucoup plus de commentaires publics. Lorsqu'on diffuse un article dans sa première version, on aura plus de chances de collecter le maximum de commentaires et on peut donc ajuster l'article avant d'envoyer la version finale. Autre raison, diffuser rapidement les résultats de recherche. Le souci premier des chercheurs, surtout en sciences exactes, c'est d'accélérer, de diffuser les premiers résultats de la recherche. Mais d'autre part, il y a des gens qui refusent l'auto-archivage des pré-publications. Quelles sont les raisons ici? Donc, il y a une crainte d'être refusé à la publication par une revue chimique. Il y a cette crainte. Mais il y a aussi préférer valider la recherche par les pairs. Donc, les gens sont encore réticents et ils préfèrent donner leurs articles uniquement à leurs pairs, c'est-à-dire aux grands chercheurs pour évaluer et valider l'article. Donc, ils ne préfèrent pas déposer leurs articles dans ces archives ouvertes. Donc, maintenant, on passe à l'autre volet, les post-publications. Une fois l'article est publié dans une revue, est-ce qu'on est prêt à déposer la version électronique dans des archives ouvertes? Là, les opinions divergent. Il y a des gens qui n'acceptent pas d'auto-archiver les post-publications. Même l'article publié, on a toujours des craintes. Et là, pour moi, c'est une question de culture, c'est une question de sensibilisation. Il faut sensibiliser les gens. Et on n'a rien à perdre si on dépose un article déjà publié dans une revue imprimée, dans une revue papier, ou même dans une revue électronique, puisque nos droits d'auteur ne sont pas touchés. Donc on a intérêt à diffuser l'information à grande échelle par le biais de ces archives ouvertes. Et malgré ça, il y a cette réticence. Pourquoi ils refusent même de déposer leurs articles même en post-publication? Raison motivante d'autre part, ici, pourquoi ils acceptent de déposer leur post-publication? Donc c'est pour plus d'échanges, pour avoir plus de lecteurs et pour une grande visibilité. Donc, pour l'accès aux revues traditionnelles, je vais passer rapidement sur ce volet parce qu'il touche l'utilisation des revues traditionnelles. Les revues traditionnelles, bien sûr, si on préfère maintenant les revues en libre accès, les revues électroniques, c'est parce que ça nous assure un accès rapide, encore un accès rapide. Alors que pour les revues traditionnelles, du temps pour la publication.
pour la publication et pour la diffusion. Et en moyenne, d'après une étude américaine, ça varie entre le dépôt de l'article dans une revue imprimée et sa diffusion, on peut dire 6 mois jusqu'à 18 mois. Donc on risque d'attendre pratiquement 1 an et demi entre le dépôt de l'article, entre l'envoi de l'article à un éditeur et sa diffusion. Donc les délais sont vraiment assez longs. Chose pour laquelle maintenant la communauté scientifique internationale se penche beaucoup plus vers les revues électroniques. Ça permet un accès rapide, une diffusion extrêmement rapide par le biais d'Internet. Je passe à un autre volet. Est-ce que les chercheurs arabes connaissent les initiatives en faveur du libre accès? Les résultats sont là. La plupart ne connaissent pas ces initiatives. Donc, je rappelle, il y a la déclaration de Bucarest, la déclaration de Berlin, l'OCDE, il y a plein de répétitions, clauses, etc. Mais est-ce qu'ils sont prédisposés à adhérer à ces mouvements, à ces déclarations, à ces initiatives? Ils disent oui. Pourquoi ils disent oui? Parce qu'il y a des avantages. Voilà. Les chercheurs arabes changent d'avis, mais ils doivent être plus dynamiques et plus enthousiasmés à l'égard de ce mouvement Open Access. Les avantages. Parmi les avantages, contrecarrer la fuite des cerveaux. Là, ils ne sont pas du même avis. Très peu de gens qui jugent qu'il y a un rapport entre la fuite des cerveaux et le libre accès. Par contre, le libre accès permet de libérer les chercheurs arabes de leur isolement. C'est-à-dire, j'entends ici la visibilité. Lorsqu'on est en libre accès, lorsqu'on adhère à ce mouvement, on est plus visible sur le web, on adhère à la communauté scientifique internationale, on est plus isolé, donc les échanges se multiplient, le partage se développe, le partage bien sûr des résultats de recherche se développe par le biais du numérique et par le biais du libre accès. Autre avantage, participer à la diversité culturelle, donc il y a des travaux de recherche de toutes les communautés scientifiques du monde entier. On participe donc aux échanges d'expériences, aux débats scientifiques, enrichir la connaissance universelle. Bref, on contribue au progrès du savoir à l'échelle internationale. Ça, c'est quelques avantages qui ont été avancés par les chercheurs arabes. Commence à changer les habitudes à l'égard du libre accès et j'espère que les choses évoluent. En guise de conclusion, les résultats de l'étude révèlent l'existence de peu de différences entre les universités marocaines, roumaniennes et tunisiennes. Donc, ces résultats sont globaux, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de variables entre les Marocains, les Omaniens et les Tunisiens. Ils méconnaissent le concept du libre accès, les méthodologies, les outils et les initiatives du libre accès. Donc il y a un problème de communication, il y a un problème il faut communiquer, il faut sensibiliser les chercheurs. C'est l'un des objectifs de cette journée, de sensibiliser et de pousser tout le monde à adhérer à ce mouvement du libre accès, ce ne serait que bénéfique pour nos pays, pour les pays pauvres, comme la Tunisie, les pays africains. Ils pratiquent très peu le libre accès, ils sont réticents à participer à son financement, ils expérimentent une certaine crainte envers la qualité et la pérennité de l'information numérique.
là, c'est une question de conservation en œuvre. Et la possibilité de conserver leur droit, donc ils sont encore réticents contre la préservation de leur droit d'auteur. Et là, je rappelle que, parce que qu'il y a des garanties avec avec les contrats, etc., on peut préserver ces droits d'auteur. Toujours en conclusion, on hésite une belle participation de leur part à l'édification du paradigme de communication, alors que le paradigme de libre accès, il serait plus bénéfique pour les pays pauvres, beaucoup plus que pour les pays riches. Et malgré ça, on trouve que les chercheurs des pays du Nord sont des vrais militants, des pionniers, ils adhèrent massivement à ce mouvement, beaucoup plus que nous. La correction des dysfonctions de communication actuelles. Donc il faut revoir le système de communication et passer de l'ancien modèle de communication scientifique et technique à ce nouveau modèle de communication scientifique basé bien sûr sur le libre accès. Mais l'opinion des universitaires est positive à l'égard du libre accès, puisqu'ils reconnaissent ses bénéfices, donc les avantages, donc la visibilité, l'impact factor, le facteur d'impact, l'immédiateté, la rapidité, etc. Et ils sont prêts à y adhérer à ce mouvement. D'où l'importance du lancement d'un débat, d'un certain nombre d'actions et la participation de nombreuses parties. La tutelle, le chercheur et le professeur d'informatique. Donc, il devrait avoir un partenariat et une étroite collaboration entre la communauté des chercheurs et la communauté des documentalistes bibliothécaires. Les bibliothécaires ont un grand rôle à jouer. Parce qu'on ne peut pas oublier que la bibliothèque, c'est le grand client des éditeurs. La bibliothèque qui négocie les abonnements avec les aidés, etc., pour avoir le maximum de titres de périodiques électroniques. Et lorsqu'on crée un consortium d'achat, on impose nos prix. Et de cette manière, donc les bibliothécaires sont vraiment très concernés. Et donc, ils adhèrent à ce mouvement. Et ils doivent maintenant, contrairement aux pays du Nord, c'est à eux d'être la locomotive de ce mouvement dans le monde arabe et particulièrement dans notre pays. Je vous remercie. Thank you.